Salam alaikum, chers élèves. Aujourd'hui, on va entamer le chapitre 2, c'est-à-dire le cours de caractéristiques, la partie caractéristiques géométriques des sections planes. D'accord? Au départ, on sait que la résistance d'une surface à la déformation, elle dépend entre autres du moment quadratique autour d'un axe, passant par le centre de gravité. Mais avant de passer à ce moment quadratique, il y a des étapes préliminaires. C'est-à-dire, pour calculer le moment quadratique autour d'un axe passant par le centre de gravité de la surface, il faut déterminer ce centre de gravité. Et pour l'avoir, il faut calculer le moment statique de la surface. D'accord? Et pour avoir le moment statique de la surface, on doit calculer la surface, notre surface. Les chapitres précédents, on a vu le calcul du moment statique et la détermination du centre de gravité. Aujourd'hui, on va voir le moment quadratique ou bien le moment d'ordre 2. Bien. Donc, pour avoir le moment quadratique autour d'un axe qui passe par le centre de gravité, il faut d'abord savoir calculer le moment quadratique ou bien appeler aussi le moment d'inertie autour d'un axe quelconque. Ensuite, une fois le centre de gravité est déterminé, on va passer de ce moment quadratique autour d'un axe quelconque vers l'axe qui passe par le centre de gravité avec une simple translation. D'accord? Et le théorème qui permet ça, c'est le théorème de Steiner, c'est le théorème de Huygens. C'est le théorème on l'appelle le théorème des axes parallèles. C'est une translation d'axes. Donc, nous, on va bien sûr commencer par définir et calculer le moment quadratique, appelé aussi le moment axial, parce qu'il concerne les coordonnées rectangulaires, x, y. D'accord? Mais avant de commencer, il faut faire juste une petite remarque. Logiquement, on ne parle pas pour une surface d'un moment d'inertie, parce que le moment d'inertie, c'est-à-dire qu'il y a une masse quelque part. Et on sait que le moment d'inertie d'un corps qui possède une masse, elle est égale à R carré dm. Mais dans le cas d'une section, elle n'a pas de masse. Donc, c'est une appellation. D'accord? C'est une appellation. Normalement, on l'appelle le moment quadratique, tout simplement. Mais on l'appelle comme ça. C'est juste une appellation. On l'appelle le moment d'inertie. Donc, le moment d'inertie d'une section, c'est une caractéristique géométrique très importante. Elle représente la capacité de cette section à s'opposer à la déformation. Par définition, c'est quoi? Le moment d'inertie, imagine, nous avons une section quelconque. D'accord? Je vais prendre un élément DA, d'accord? Dont la distance de ce DA par rapport aux axes, c'est Y et X. Donc, le moment d'inertie, ou bien le moment quadratique d'une surface par rapport à un axe, je peux calculer le moment de cette surface quadratique par rapport à cet axe, ou bien par rapport à cet axe. D'accord? Le premier représente la déformation suivant l'axe X, le deuxième représente la déformation, la résistance à la déformation suivant l'autre axe Y. D'accord? Donc, je commence par définir le moment d'inertie axial, ou bien rectangulaire moment. C'est quoi? C'est l'intégrale, par exemple, le moment quadratique, on le représente par grand I, comme ça, par rapport à l'axe X. Donc, le X, c'est l'axe, l'indice X là, c'est l'axe X, et l'indice Y, c'est l'axe Y. Donc, le moment quadratique d'ordre 2, ou bien moment d'inertie axiale de cette surface, c'est Y carré, c'est la distance de cette surface élémentaire par rapport à l'axe X au carré, fois la surface elle-même. Et pour la surface complète, j'intègre. La même chose, le moment quadratique de l'élément DA par rapport à l'axe Y, c'est la surface DA fois X au carré, la distance X au carré. Et le moment IY dans ce cas, total, moment quadratique de l'ensemble, c'est l'intégrale de X carré DA. D'accord?
C'est normal, x, y, c'est les coordonnées de l'élément dA. Étant donné que c'est un moment quadratique, donc au carré fois une surface, c'est une dimension L au carré. Y, c'est une dimension L au carré, donc c'est L puissance 4. Donc il est toujours positif. La différence entre le moment quadratique et d'autres moments, c'est que le moment quadratique, il est toujours positif. Et on l'exprime en unité, en dimension d'une longueur puissance 4. Soit il est en millimètres, je l'exprime en millimètres puissance 4, au centimètre, etc. D'accord? Maintenant, comment se fait? Ou bien, je vais choisir un élément différentiel horizontal dont les dimensions sont cette distance fois dy, donc c'est a moins x, c'est a moins x, donc c'est ça fois dy, il est là. Ou bien j'utilise un élément vertical y dx et j'intègre suivant x. Là, j'intègre suivant y. Et là, j'intègre la double intégration x, y. Lequel des trois je vais choisir? Ça dépend de vous. Donc, si vous êtes habitué à travailler avec la double intégration, tant mieux. Sinon, l'intérêt d'utilisation d'un élément comme ça, c'est en général, on va réduire les intégrales en fonction d'une seule variable. C'est une réduction de variables. Mais si vous êtes habitué à travailler comme ça, donc vous avez le choix, vous aurez les mêmes résultats. Exemple de calcul. Voilà. Je vais calculer le moment axial, moment d'inertie bien sûr. Je vais choisir un élément, par exemple, horizontal, dA, de dimension. N'oubliez pas que tous les points de cet élément sont à la hauteur Y. D'accord? Donc, dA égale à B, dy. Et j'intègre, là, j'intègre Y. L'intégration se fait sur Y, elle se fait sur Y. Donc, l'intégrale de dy de 0 à H. D'accord? Dans le calcul des intégrales, je l'ai fait comme remarque, il faut tenir compte des bandes d'intégration, toujours. Par exemple, là, les bandes d'intégration, c'est 0H. Mais là, si vous avez un axe au milieu, donc les bandes d'intégration de cet élément, c'est de moins A sur 2, moins H sur 2, jusqu'à A sur 2. Attention aux bandes d'intégration. Il faut toujours voir l'axe. D'accord? Bien. C'est la première remarque. La deuxième remarque, les moments d'inertie qui passent par rapport aux axes qui passent par le centre de gravité, on les appelle les moments centraux. Parce que l'axe qui passe par le centre de gravité, on l'appelle l'axe central. D'accord? Donc là, par exemple, le moment de cette surface par rapport à l'axe B, qui est donné par cette expression, est différent du moment de cette surface autour de l'axe qui passe par le centre de gravité. Les valeurs sont différentes. D'accord? Là, vous remarquez les bandes d'intégration, comme je l'ai déjà dit. Là, c'est différent. Et, bien sûr, ce moment I par rapport à X, on l'appelle le moment central. D'accord? Et toujours le moment central, il est inférieur par rapport au moment d'inertie, par rapport à un autre axe qui est éloigné. D'accord? La preuve, elle est là. Donc, Ix, le moment central, est inférieur au moment qui passe par BB. Là, on a divisé par 12, alors que là, c'est le 1 tiers. La quatrième remarque, comme on l'a déjà fait pour le calcul du centre de gravité, ou bien pour le calcul des surfaces, si vous avez une surface composée, on utilise aussi la méthode de décomposition. Et on va sommer les moments d'inertie. D'accord? Si vous avez par exemple 3 surfaces élémentaires, donc le moment total, moment d'inertie total, c'est la somme de 3. Cinquième remarque importante, c'est lorsque vous avez une surface enlevée, que ce soit rectangulaire ou bien circulaire, je vais considérer les surfaces enlevées comme c'est des surfaces
négatives. Et on va soustraire leur moment. Là, par exemple, le moment d'inertie de l'ensemble, c'est le moment d'inertie du grand rectangle, d'accord, de dimension B fois H, moins le moment d'inertie de ce petit rectangle, d'accord, qui a été enlevé, qui est de dimension B1, H1. B1, H1. Et il est en négatif parce que c'est une surface enlevée. Donc, il ne faut pas l'oublier. Dans le calcul des moments, une surface enlevée, son moment, il est soustrait de la valeur totale. Bien. Ça, c'est les définitions et les remarques importantes du moment d'inertie axiale rectangulaire moment. On va passer, c'est un moment qui concerne les coordonnées X et Y. Maintenant, on va passer à un autre. C'est le moment polaire. C'est un moment d'inertie polaire. Moment quadratique aussi. D'accord? Ce moment, déjà on m'a posé la question pourquoi on utilise ce moment d'inertie polaire, et il est très important dans les problèmes de torsion. Si vous avez des surfaces où on applique une torsion, là il y a un moment polaire. D'accord? Bien. Donc la différence des deux, c'est que le moment d'inertie axiale, il est calculé par rapport à des axes X, Y, et ce sont des axes qui s'allongent sur le plan. Ils sont sur le plan. C'est-à-dire, si vous avez par exemple ce plan qui est là, si vous avez ce plan, l'axe Y, il longe la surface. Il repose sur la surface. L'axe X, Y, il repose, il longe la surface. Ils sont tous les deux sur la surface. Par contre, le moment d'inertie polaire, il est calculé par rapport à un axe qui est perpendiculaire au plan. C'est-à-dire, si vous avez cet axe, donc le moment polaire, il est calculé par rapport à cet axe qui est perpendiculaire au plan. D'accord? Et qui passe par le centre et le point d'origine, pardon, O. Donc, c'est le point d'origine que vous voyez ici. Donc, si on a un axe perpendiculaire à ce plan, perpendiculaire à l'écran, vous avez la surface comme ça qui tourne. Donc, c'est le moment qu'on applique dans les problèmes de torsion. D'accord? Et là, vous avez le moment par rapport à cet axe. D'accord? Par contre, les autres, c'est des moments qui sont par rapport à cet axe et par rapport à cet axe. Mais là, c'est un axe qui passe qui est perpendiculaire au point O, le point d'origine. Et bien sûr, si on remarque cette surface, si je prends n'importe quel élément, d'accord? N'importe quel élément, il est à une distance radiale ρ par rapport à l'origine. Quelle que soit la position de votre surface par rapport aux axes, c'est toujours la distance de dA par rapport à O, que ce soit dans cette figure, ou bien dans cette figure où le point O il est éloigné de la surface. D'accord? Donc, par définition, le moment d'inertie polaire, qu'on appelle I, moment d'inertie, P, polaire. Ou bien, dans certains livres, c'est grand G, O, par rapport à O, le point O. D'accord? Donc, ça dépend des livres. Donc, il y a des livres. Même des livres américains, il y a cette différence. Il y a des livres qui marquent IP, et il y a d'autres qui mettent le grand G, O. Donc, le moment, là, nous, pour être plus simple, plus cohérent, on va utiliser IP. C'est clair, c'est un moment d'inertie indice polaire. C'est clair. Donc, ce moment d'inertie polaire, d'une surface, par exemple, quelconque dA, élémentaire dA, c'est quoi? C'est l'intégrale de ρ carré. Ρ carré, c'est la dimension radiale par rapport à l'origine. D'accord? Point O, dA. Et on procède à la même méthode qu'on a fait pour le moment d'inertie axiale. D'accord? De la même manière, le moment polaire, puisqu'il est en L, en dimension d'une longueur puissance 4, il est toujours positif. Et on l'exprime que ce soit en millimètre 4, puissance 4, ou bien en centimètre 4. Bien. Il y a une petite remarque là, c'est que si vous connaissez le moment
X, et le moment Y, vous pouvez directement calculer votre moment polaire. On fait une petite transformation. On sait que le rho carré, c'est quoi? C'est le X carré plus Y carré. D'accord? Donc, je remplace rho ici dans l'expression de IP. Voilà. J'obtiens, ça c'est X, Y. D'accord? Donc, on a obtenu un résultat très important qui est le moment polaire égale le moment axial X plus le moment axial suivant Y. Le moment d'inertie suivant par rapport à X et le moment d'inertie par rapport à Y. Pourquoi il est important? Parce que dans certains cas, il est difficile, de toute façon, c'est la remarque qu'on va faire maintenant, juste après, pardon. Bien, donc, vous pouvez calculer X. Si vous êtes capable de calculer facilement X et facilement Y, donc c'est pas la peine de refaire l'intégration sur rho. Donc vous avez ça plus ça égale directement IP. Bien. Une deuxième remarque, c'est que le cercle, c'est le seul cas où on peut calculer le moment polaire par intégration directe. Je vais prendre cet élément. Le dA, c'est quoi? C'est, dans ce cas, c'est 2π rho dA, de rho. Et j'intègre, donc le moment polaire du cercle, c'est l'intégrale de rho. Je remplace et l'intégration se fait sur rho, bien sûr, de 0 à R. Avec R, petit r, c'est le rayon du cercle. Et j'obtiens la valeur connue. C'est le seul cas où je peux utiliser l'intégration directe. Pour les autres cas, les autres formes géométriques, on l'a déjà fait auparavant, on utilise directement x plus y. Vous calculez le moment axial par rapport à x, vous calculez aussi le moment axial par rapport à y, vous faites la somme et vous aurez directement votre IP. Bien. Une autre définition maintenant. N'oubliez pas, on a vu le moment d'ordre 1, moment statique. On a vu le moment d'inertie axiale. On a vu le moment d'inertie polaire. Et on va voir maintenant le moment d'inertie centrifuge, appelé aussi le produit d'inertie. Le produit d'inertie est défini par rapport à un ensemble d'axes perpendiculaires dans le plan, c'est-à-dire l'axe X et l'axe Y. C'est quoi le moment d'inertie? C'est I, X, Y. C'est un produit. Donc, je vais intégrer sur le produit X, Y, qui sont, bien sûr, les coordonnées de ma surface. Donc, X et Y. X, Y, TA, j'intègre, j'obtiens le produit d'inertie. C'est-à-dire que chaque élément, il est multiplié par le produit de ses coordonnées. Cet élément, dA, il est multiplié par le produit XY de ses coordonnées, par rapport aux axes, bien sûr. Donc, si vous avez une position de cet élément, donc là, il faut faire attention. C'est pas comme dans le cas d'un moment d'inertie. Le produit d'inertie, ça, son signe, est-ce qu'il est positif ou non? Il dépend de la position de la surface par rapport au cadran. Si vous êtes dans le cadran 1, ou bien dans le 2, ou bien dans le 3, ou bien dans le 4. Donc ça dépend de X, Y. Est-ce qu'elles sont positifs ou bien négatifs? Dans ce cas, le produit d'inertie peut être négatif ou positif. On va le voir. Par exemple, dans ce schéma. Dans ce schéma, nous avons un profil en Z, en bleu, et nous avons notre axe X et notre axe Y et qui passe par le centre de gravité C. Donc, si je vais calculer maintenant le produit d'inertie de la surface A1, cette petite surface qui est là, elle se trouve par rapport à X et Y. Cette petite surface, n'oubliez pas qu'on a parlé de la méthode de décomposition. Elle est valable. Elle est valable pour tous les moments. Donc, dans ce cas pareil, je vais calculer le produit d'inertie de la première, A1, cette surface A3 et cette surface A2, et je fais la somme. D'accord? Par exemple,
cette surface A1 qui est là, sa position par rapport, elle est dans le premier cadran. Son X, il est positif, et son Y, il est positif. Donc, le produit d'inertie de cette surface, il est positif. Si je vais maintenant à cette surface, qui est là, A2, son X, il est négatif, et son Y, sont négatifs. Donc, négatif, négatif, le produit, il est positif. Donc, cette valeur, son produit d'inertie, il est positif, et cette valeur, son produit d'inertie, il est positif aussi. Mais si vous avez une surface là, alors là, il faut faire attention. Dans le troisième cadre, dans ce cadran deuxième ou ce cadran, il faut faire attention. Vous allez obtenir, bien sûr, une valeur négative. Parce que vous avez soit un plus, moins, soit un moins plus. Bien. Nous avons un cas particulier dans ce cas. Si vous avez un axe, si vous avez un seul axe parmi les deux, qui est un axe de symétrie, là, votre produit d'inertie, il est nul. D'accord? Parce que, si vous avez cette surface par exemple, l'axe Y là, il est symétrique. Donc là, vous avez chaque terme à sa valeur X, et le deuxième terme à sa valeur moins X. D'accord? Là, lorsque vous allez intégrer, donc vous aurez un nul, une valeur nulle. D'accord? Donc si vous avez un axe, un seul des deux, il est symétrique, donc le produit d'inertie, il est nul. D'accord? Là, par exemple, le produit d'inertie de cette surface A3, il est nul. D'accord? Remarque globale de cette partie du cours, c'est que tous ces moments calculés ont été obtenus pour les mêmes axes de coordonnées. Que se passe-t-il maintenant si on varie les axes? C'est-à-dire, soit on fait une translation d'axe, soit on fait une rotation d'axe, et ça, c'est l'objet du cours prochain de ce chapitre 2.